Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale ce matin avec Florence Tondumilic, avec François Chollet, avec Jean-Marc Daniel et avec Mathieu Pechberti. On a pas mal de résultats à digérer ensemble, à commencer par les informations du côté d'Atos. Mathieu Pechberti, on commence avec ce dossier, c'est le vôtre, qu'est-ce qu'on retient ? Oui, ce qui est important, c'est que les résultats trimestriels d'aujourd'hui étaient très attendus, puisqu'il devait demain y avoir une remise, un dépôt des offres de reprise pour Atos, sauf que les résultats de ce matin sont mauvais, voire même très mauvais, chacun en jugera. Un chiffre d'affaires qui baisse, des prises de commandes qui s'effondrent, et ça c'est très grave parce que vous êtes dans une industrie où les clients signent des contrats pluriannuels, 2 ans, 3 ans, pour leurs services informatiques. Et donc, quand ils s'en vont, ils ne reviennent pas 2 ou 3 mois après, comme c'est le cas, on l'a vu dans la grande distribution avec Casino. Donc, ça laisse augurer que le trimestre prochain risque aussi de ne pas être bon. La marge baisse aussi, on est à 2,5, on passe à 1,9. Bref, tous les voyants sont au rouge, même les activités dites d'avenir. On a beaucoup parlé de la cybersécurité, du digital. Le chiffre d'affaires baisse, donc Atos, compte tenu de ses très mauvais résultats, recul d'une semaine le délai pour la remise des offres de reprise auprès du tribunal. Est-ce que quelqu'un va en vouloir encore du coup d'Atos ? Voilà, et donc, la question. Non mais effectivement, la question, c'est qui va y aller ? On sait que David Layani, le patron de OnePoint, ira. Et depuis des mois, le gros point d'interrogation, c'est sur Daniel Kretinsky. Florence Tondumilic. Oui, cela étant, les délais étaient extrêmement courts qui avaient été donnés par l'entreprise pour revenir sur ses offres. Je crois qu'on parlait de 9 jours, dans un contexte où il s'agit, si j'ai bien compris, de recapitaliser avec de l'argent frais à hauteur de 1,2 milliard, de diviser la dette par 2, et 3 catégories finalement de parties prenantes, les créanciers obligataires, les banques, mais aussi l'État souverain avec des intérêts divergents. Donc voilà, c'est assez peu surprenant de ce fait. Alors toute la question évidemment, François Chollet, vous l'avez évoqué sur BNP Paribas qui était un des créanciers, c'est à partir de quand les créanciers se disent je suis prêt à prendre ma paume, ou alors on refuse le schéma de reprise parce que ça nous convient pas et on va peut-être dans le mur. On a effectivement le conflit d'intérêts historique entre le créancier et l'actionnaire dans une opération de restructuration où il va falloir d'un côté, pour les créanciers, chaque jour qui passe est un jour de gagné avec des intérêts cumulés, etc. Et pour les actionnaires, l'envie plutôt de rassurer, de réattirer les clients, les investisseurs et l'argent frais pour permettre à la société de reprendre une vie normale. À un moment, ça s'arrête. Voyons le dossier. On va parler du casino. À un moment donné, ce truc-là ne marche plus et on va dans le mur. Et effectivement, à un moment donné, il faut bien passer par la carte des pertes et profits pour les banques qui étaient prêteuses. Et donc, après, se situer sur la hauteur de l'abandon de la créance. Le dossier Atos a souffert d'un délai déjà dans l'analyse des comptes. Rappelez-vous que la publication des comptes annuels a été retardée parce qu'il fallait que les commissaires aux comptes passent en revue les actifs et les déprécient. Une dépréciation qui était entre 3 et 4 milliards d'euros de mémoire. C'est très significatif, mais ça montre bien que les acquisitions qui étaient celles de l'Air Breton n'ont été faites et ont fait perdre de la valeur au bilan d'Atos, et aujourd'hui c'est l'exploitation qui pose un problème, et ça paraît assez prévisible lorsque vous êtes une entreprise de service, que vous êtes là pour amener de la sécurité ou de la cybersécurité à vos clients. Ils ont par exemple tous les contrats sur les JO, sur l'informatique. Oui, mais il faut être fort et rassurant, et lorsque vous engagez des grandes entreprises sur des contrats pluriannuels, il faut être capable de montrer qu'on sera là pour, les nouveaux bien clients, évidemment, s'engager dans la durée. Jean-Marc Daniel, on va où sur ce dossier ? Mais alors moi, ce qui me frappe dans ce genre de dossier, c'est qu'il y a quand même des règles simples qu'on apprend dans les écoles de commerce où j'ai enseigné. C'est-à-dire qu'une entreprise, tant qu'elle a des fonds propres, normalement, elle vit. Dès qu'elle n'a plus de fonds propres, on la liquide. Et pour savoir si elle a ou non des fonds propres, il y a des comptables. Moi, ce que je suis toujours... ce qui me surprend toujours, c'est que, d'abord, on ne sait jamais exactement s'il y a encore ou non des fonds propres. Vous le dites, les actifs ont été revus. Et la deuxième chose, c'est les actionnaires, les créanciers. Mais les actionnaires, encore une fois, c'est eux qui détiennent les fonds propres. C'est eux qui doivent perdre. C'est eux qui ont été effectivement... Oui, donc c'est fait. Il y a un moment où ils perdent. C'est le métier d'actionnaire. Voilà, ils perdent tout et on liquide l'entreprise, on liquide les actifs sur la valeur comptable qui a été identifiée et les créanciers. Ce qui reste, on les donne aux créanciers. On les donne aux créanciers. Oui, mais la valorisation des actifs, c'est pas une science exacte. Mais ça s'appelle la comptabilité. Oui, et donc, normalement, le véritable enjeu. Et ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour ça. Et donc, je suis, encore une fois, en tant qu'ancien professeur dans une école de commerce, chaque fois que je croisais mes collègues professeurs de comptabilité, j'avais toujours une sorte de vénération pour eux. Et je suis de plus en plus. Les tables de la loi. Les tables de la loi. Et je suis de plus en plus surpris de la façon dont ça se passe. On s'est constaté pour le dossier Atos que l'actionnaire
actionnaire a été réduit à peau de chagrin, puisque une capitalisation qui est inférieure à 200 millions d'euros, c'est-à-dire quasiment zéro pour le chiffre d'affaires qui dépasse 10 milliards. Donc on voit bien que c'est déjà fait. Donc effectivement, c'est la partie obligataire qui va aujourd'hui être le cœur du sujet. Et c'est vrai que les gens qui sont montés au dossier, je pense à M. Lalani, sont très courageux d'aller sur un dossier pareil, sachant qu'il y est allé lui sans avoir la vérité des comptes, c'est-à-dire sans avoir qu'on parle des autres dossiers. Revue. Alors on va peut-être parler de Kering peut-être aussi, parce qu'effectivement sur Kering, on ne sait pas très bien où va l'entreprise. Alors, c'est pas la situation d'Atos. Non. Mais ça a un peu décroché évidemment le chiffre d'affaires parce qu'il y a une souffrance sur Gucci. On va quand même et qu'il y a un problème de gouvernance. En tout cas, c'est posé clairement dans la place. Mais heureusement, peut-être pour Kering, il y a une numéro 2 qui s'affirme. C'est son portrait avec Pauline Tadevin. Francesca Bellettini a été particulièrement mise en avant lors de la présentation des résultats annuels de Kering début février. Son PDG, François-Henri Pinault, ponctuant ses interventions de perfetto approbateur. Depuis septembre, cette collaboratrice de premier ordre, comme il l'a qualifiée alors dans un communiqué, partage la direction générale adjointe de Kering avec l'ancien directeur financier Jean-Marc Duplex. Elle reste patronne de Saint-Laurent, qu'elle dirige depuis 10 ans et dont elle a multiplié par 6 les ventes. Et elle chapeaute donc désormais en plus le développement de toutes les maisons du groupe, dont Gucci ou Bottega Veneta. Entrée chez Kering en 2003, Francesca Bellettini connaît parfaitement toutes ces maisons et elle a une vision globale, assure une source en interne qui précise qu'elle sait aussi beaucoup descendre sur le terrain au contact des équipes. Un expert du secteur salue les qualités managériales de cette Italienne qui a remplacé François-Henri Pinault à la Fédération française de la haute couture et du prêt-à-porter il y a près de 10 ans. Elle apparaît aujourd'hui comme l'un de ses meilleurs atouts pour relancer son groupe en difficulté. Alors, la relance de Kering, qui veut commencer? Florence Tondumélic. Eh bien, en tout cas, ce que l'on sait, c'est que ça sera long, comme ça l'avait été pour Prada. Je crois qu'on est face à quelque chose qui est plus structurel, qui est la décélération de la consommation sur les biens dits de luxe, et en particulier pour Gucci, avec une exposition assez importante au marché chinois, pris entre le très très haut de gamme et des marques plus accessibles. Mathieu. En tout cas, c'est une situation que les marchés ont vu venir il y a quelques mois, mais que le grand public ne voit pas. On parle souvent de nos GAFA français, avec les maisons de luxe, et on regarde surtout tout le temps ce duel entre LVMH et Hermès. Évidemment, je regardais les capitalisations boursières tout à l'heure. Il y a une dizaine d'années, en gros, il y avait Kering, Hermès et LVMH qui étaient à peu près au même niveau, à quelques milliards d'euros près, en bourse. On était autour de 50 milliards, 60 milliards. Aujourd'hui, LVMH vaut 400 milliards, Hermès est à 260 et Kering est à 40. C'est-à-dire que Kering vaut 10 fois moins qu'LVMH, là où encore une fois, il y a 10 ans, il y avait quand même un peu, entre guillemets, encore une bataille. Aujourd'hui, Kering ne va pas bien, c'est dit, même en interne, ils le reconnaissent. Une baisse de chiffre d'affaires de 20% chez Gucci, c'est énorme. Quand on dit Kering ne va pas bien, c'est Gucci ne va pas bien. C'est ça qu'on dit derrière. C'est la même chose. Le problème, c'est la dépendance. Les autres marques du groupe aussi, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, sont aussi en difficulté. François relativement Chollet, moindre, mais... Vous qui êtes un fan des calls, qui les défendez tout le temps, là, on sépare un peu le bon grain de livret ou c'est temporaire ? Alors Kering a toujours vécu avec une décote de valorisation et de multiples de valorisation par rapport aux comparables qui étaient LVMH ou Hermès. LVMH, il ne faut pas se tromper, la diversité des sources de profit et de croissance du groupe est absolument unique dans le secteur, et le groupe est capable de passer, comme on le voit actuellement dans ses publications, des périodes un peu plus compliquées, parce qu'il arrive à compenser des branches d'activité vers d'autres, et avec une position quasi dominante partout. Donc c'est une position assez unique que n'a jamais vraiment eu Kering, qui était assez dépendant des résultats de la filiale Gucci. Le marché, simplement, aujourd'hui, s'impatiente encore plus que d'habitude, parce que ça fait plus d'une année maintenant qu'il attend que Kering, que Gucci, qui a été repris en main au niveau de la création, etc., et qui fait l'objet de toutes les attentions, reprennent un petit peu pied en termes de progression des résultats et du chiffre d'affaires, et ce n'est pas le cas. Et donc c'est bien là que le bas blesse, et la valorisation aujourd'hui de Kering, on est sur des multiples qui sont inférieurs à la moyenne des multiples du marché action. Donc c'est pour montrer qu'il y a une défiance actuellement sur le groupe Kering. Est-ce que le changement de management, la montée de nouveaux managers sera à même de ramener de la confiance ? Pourquoi pas ? Mais je pense que les exigences sur ces niveaux de valorisation sur Kering ne sont pas très élevés. Vraiment, c'est une vraie sanction qui existe depuis plus d'une année maintenant. Et le de-rating de Kering en termes de multiples est vraiment
assez marqué. On est quasiment à la moitié de la valorisation en multiples des autres acteurs du groupe. Je ne parle même pas d'Hermès qui, lui, est sur des niveaux absolument lunaires. Qu'est-ce qu'on dirait dans les écoles de commerce sur Kering, Jean-Marc Daniel? Dans les écoles de commerce, je pense qu'on dirait d'abord que le capitalisme familial qui est prisé par l'opinion publique, par la presse en général, c'est toujours de bon ton de réclamer la suppression des droits de succession parce que ça préserve le capitalisme familial. C'est pas forcément la panacée. On voit bien que il y a des endroits où les héritiers sont pas à la hauteur des fondateurs, et donc en tout cas il y a un doute sur la gestion de Kering qui se porte sur l'héritier Pinault. La deuxième remarque que je ferais, et ce qu'on dirait dans les écoles de commerce, c'est que quand même il y a une formule célèbre de Berlusconi disant l'Italie de toute façon s'en tirera toujours grâce à Corso Magenta. Et là, c'est grâce à Francesca Bellettini. Et Corso Magenta, je rappelle que c'est la principale rue dans Milan où sont les maisons du luxe, tout ça. Oui. Et où Kering a investi 1,3 milliard d'euros il y a 10 jours. Et quand on connaît un peu Milan... Donc c'est l'immobilier, en fait. Au bout de Corso Magenta, il y a la Bocconi. D'où vient Francesca Bellettini. Donc, je pense que là, ils ont fait le bon choix. Là, c'est véritablement un personnage clé. Allez, un petit mot de Casino, parce que comme on a eu le plan social hier, jusqu'à 3000 suppressions de postes, si on compte et le siège social, et le bureau parisien, et les magasins qui restent à Casino. Qu'est-ce qui va rester de Casino en dehors de Monoprix et Franprix, qui sont ces deux pépites, Florence Tondu-Mélic? Alors, il reste Monoprix, Franprix, vous l'avez dit, et tous les commerces de proximité, puisque le projet est, si je comprends bien, d'en faire un leader du commerce de proximité. On parle quand même d'un réseau avec un maillage extrêmement important. Je crois que si on prend un tout petit peu de recul par rapport à cette situation, ce que l'on voit, c'est que c'est le premier plan social d'envergure sur le premier trimestre, et on avait oublié, au sortir du Covid, au sortir de la grande crise financière avec le quantitative easing, que oui, les entreprises peuvent mourir. 17 000 défaillances d'entreprises au dernier trimestre 2023, le plus haut niveau depuis 1993, et qui touche en particulier le secteur du commerce. On va parler d'intelligence artificielle. Il nous reste 4 minutes ensemble. On était ce matin avec des gagnants, des perdants de l'intelligence artificielle. Tous nos invités étaient impactés. À 8h15, notre invité, c'était David Jones, une star de la publicité qui s'est arrêtée sur notre plateau. Pour lui, c'était très clair. L'intelligence artificielle, c'est la destruction créatrice. Si on regarde l'histoire de la technologie, il y avait un moment où Nokia, c'était complètement dominant. On avait tous un téléphone Nokia, on avait tous un ordinateur Dell. AOL ou Yahoo, c'était les dieux de l'Internet. C'est plus le cas. Kodak a inventé la photographie digitale et ils ont fait faillite. Donc je pense que c'est rarement les grosses business traditionnels qui gagnent après la révolution. On n'a pas vu ça pour l'instant. Ça veut dire pas que c'est impossible, mais c'est très peu probable. Et c'est vrai que lui, il a embrassé l'intelligence artificielle dès le départ pour son agence de création, publicité, de communication, avec des chiffres incroyables. 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires déjà pour une petite licorne américaine qui a levé 700 millions. Ça vous devez être content, la destruction créative. Oui, tout à fait. D'autant plus que le dernier rapport qui a été demandé sur l'intelligence artificielle a été produit par un groupe que présidait Philippe Aghion, qui est un de nos plus grands, voire le plus grand économiste français du moment. Et vous le voyez pour le prix Nobel, oui, absolument. Je pense qu'il aura le prix Nobel. En tout cas, il le mérite de mon point de vue. Et c'est le grand théoricien de la destruction créatrice, de la vision schumpeterienne de l'économie. Et donc là, le seul véritable enjeu, c'est ce que je disais dans la matinale, c'est est-ce que c'est véritablement une invention, une innovation, ou est-ce que ce n'est pas une invention Alors pour lui, pour le coup, là, il vous a démenti complètement. Pour lui, c'est une invention et une innovation. Parce qu'il facture. Voilà, exactement. Donc après, je rappelais dans la matinale l'histoire de l'acétylène. Il y a quelques exemples. Mais enfin, l'acétylène, c'est pas l'IA. Non, exactement. Le véritable problème et l'enjeu, pour conclure là-dessus, c'est quand même le coût énergétique de l'intelligence artificielle. Il va falloir répondre à ça. La consommation d'électricité liée à l'intelligence artificielle est colossale, et donc ça génère un coût, et surtout en période de transition énergétique. On aime votre conscience verte, qui parfois ressurgit. Exactement. Florence. On a une étude qui est parue hier, si je ne me trompe pas, du BCG, qui fait état des craintes des Français par rapport à l'IA, beaucoup plus d'ailleurs que les 21 autres résidents de pays étrangers interviewés. Mais je crois que pour moi, le sujet, c'est pas celui-là. On est sur un sujet
davantage concurrentiel dans un contexte où l'Europe, et on l'a vu avec les chiffres récents du FMI, est en décrochage technologique, industriel, par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, en particulier lié à un facteur de productivité. Donc moi, je crois beaucoup qu'il faut regarder l'IA sous cet angle, parce que bien sûr, la puissance de calcul va apporter de la productivité, mais elle ne se substituera pas à l'intelligence humaine qui est celle de la créativité. François, l'IA, ça révolutionne tous les secteurs ou... 30 secondes. Absolument tous les secteurs. Ce qui est frappant, c'est, on le citait, et vous parliez ce matin des chiffres qui ont été publiés par Meta. Mais on parle des investissements qui sont derrière. Milliards, 40-50 et donc l'ordre d'idée, quand on voit les États ou l'Europe commencer à se demander comment ils vont pouvoir financer des plans calcul version IA à 1 milliard d'euros, là on est à 35 uniquement pour Meta. Et donc ça montre bien que ce sont des pas de géants qu'il faut faire en termes d'investissement pour se mettre à niveau ou pour prendre un minimum d'avance sur les concurrents. Et ça se mesure plus à l'échelle du milliard, c'est la centaine, voire à l'échelle de 500 ou 1000 milliards d'investissements qui vont se cumuler pour faire émerger les grands leaders qui auront les barrières à l'entrée, qui permettront ensuite, dans la durée, de faire des marges pour ces entreprises-là. Et donc on voit bien qu'on a un peu perdu cette bataille, malheureusement. Beaucoup d'électricité et beaucoup d'argent pour l'intelligence artificielle. Dans un instant, les experts avec autour de Nicolas Dos, Agnès Benassi-Kéré, Nathalie Janson et Jean-Hervé Lorenzi. Merci à tous les quatre d'être venus ce matin dans le débrief de la matinale.